Histoire du boucher par Michel Mardor. Nouvelle publiée dans le magazine Fiction numéro 142, septembre 1965. Notice du magazine Fiction. C'est une nouvelle au sujet difficile à caractériser parce que faite justement d'une absence de sujet, d'une absence d'action au sens propre du terme. Une seule chose certaine, le réel malaise psychologique qu'elle engendre et qui fait d'elle en définitive l'une des plus originales et subtiles histoires de terreur que nous ayons lues. Histoire du boucher. Je crois que cette histoire commence dans une boîte. En réalité, je n'ai su qu'elle a commencé dans cette boîte qu'après la disparition de Maxime, et parce que c'était là que j'avais vu Maxime pour la dernière fois. Mais je crois aussi que l'origine de la disparition de Maxime tient à ce moment-là. C'est pourquoi je dis que Maxime a disparu à partir du moment où il est venu avec nous dans cette boîte. Nous avions donc choisi d'aller nous promener, d'aller passer une soirée dans un petit bistrot, pas très coté, mais qu'un certain groupe avait commencé de mettre à la mode. C'est-à-dire que l'on y voyait à la fois des snobs, un public populaire et une clientèle interlope. Je crois que les gens se rendaient dans ce bistrot uniquement à cause de ce mélange, parce que cela leur procurait une certaine sensation de plaisir, comme au début du siècle, on allait s'encanailler en fréquentant les bals apaches. Ce n'est pas moi qui avais eu l'idée de nous rendre dans cet établissement, mais j'y avais souscrit de bon cœur, parce que ça m'amusait. Maxime était contre. Il disait « c'est bête, je n'aime pas ça ». Enfin, il faisait des tas de manières, mais nous savions que c'était un garçon plutôt réservé et nous mettions son refus sur le compte de sa timidité. Nous l'avons entraîné de force dans cette boîte. Il n'y avait rien de spécial. On ne faisait qu'entrer, s'asseoir, boire. Il y avait quelques filles que je n'ose qualifier de mauvaise vie. Il y avait des hommes au comptoir qui nous regardaient d'un œil indifférent ou méprisant ou parfois un peu hostile, mais ça ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était l'ambiance, c'était les petites nappes à carreaux sur les tables, c'était cet aspect de vieille auberge, le bois du comptoir, à une époque où l'on installe partout des comptoirs en matière plastique. Voilà ce qui nous intéressait. Nous nous étions installés à une table assez éloignée de la porte, dans un angle. Je me souviens très bien du groupe que nous formions. Il y avait Maxime, évidemment, et une fille assez jolie qui l'accompagnait. Une blonde, aux yeux sombres, mal habillée, un peu bizarre d'allure, mais qui avait une certaine classe. Elle parlait peu.
Elle nous regardait rarement, elle souriait, et cependant un certain charme émanait d'elle. Et puis il y avait évidemment Lucien, Jacques, Andrea, comme toujours, et moi-même. Ah, et puis j'oubliais, une autre fille qui devait accompagner Lucien, mais je ne me souviens plus de ses traits. De toute façon, cela n'a aucune importance. Maxime était plus bizarre encore qu'à l'accoutumée. Nous lui avons demandé pourquoi il avait l'air triste. Il a dit que c'était à cause de l'histoire du boucher. Nous lui avons demandé ce qu'était l'histoire du boucher. Il nous a dit qu'il avait assisté à un fait divers assez écœurant, le matin même. Comme nous n'en avions pas entendu parler, et malgré tout, dans la presse, les choses se savent vite, nous avons dit: qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que se passait-il? Il répondit: personne n'est au courant de cet événement, parce qu'il ne s'est rien produit. Un crime aurait pu être commis. Un événement aurait pu survenir. Mais l'événement n'étant pas survenu, personne n'en parlera. Et pour moi, c'est très grave, car j'ai vu une chose atroce. Alors, nous lui avons demandé quelle était cette chose atroce. Il nous dit: c'est un événement très banal, une chose qui survient tous les jours, une altercation entre deux automobilistes. Mais j'ai compris tout d'un coup, au moment de cette altercation, à quel point nous sommes menacés par la sauvagerie, par la bête qu'il y a en nous, par les monstres que nous portons en nous-mêmes. J'étais ce matin même place Clichy. Vous connaissez la place Clichy, vous connaissez la grande librairie qui occupe un des angles. J'étais en train de feuilleter des journaux à l'inventaire de cette librairie lorsque j'ai entendu un coup de frein et un certain mouvement dans la rue. Je me suis approché et j'ai vu une voiture qui avait stoppé au milieu d'une des rues qui débouchent sur la place Clichy. C'était une petite voiture, genre Dauphine, et au volant se tenait un homme de taille moyenne, d'allure modeste, employé de bureau. Et derrière, il y avait une camionnette. C'était la camionnette qui avait donné le coup de frein que je venais d'entendre. Cette camionnette portait sur la bâche qui la recouvrait une inscription comme abattoir de la Villette ou quelque chose de ce style. Et dans la cabine, deux hommes étaient installés. Ces hommes devaient être des bouchers ou des employés d'abattoir. Et ils étaient en train d'insulter l'automobiliste qui les précédait parce que celui-ci s'était arrêté brusquement au feu rouge. Ils devaient lui demander de dégager la place, le traiter d'imbécile. L'homme avait calé son moteur, ce qui fait que lorsque le feu est revenu au vert, il ne pouvait plus démarrer. Il bloquait le passage. Alors, un des conducteurs de la camionnette
Un des passagers, plutôt, est descendu, et je crois que je le reverrai toujours. C'était un homme assez corpulent, au visage sanguin, mais sans exagération. Il ne faut pas le voir comme une caricature, mais comme un homme plein de santé, au visage un peu brutal. Il descendit avec brusquerie, fit claquer la portière et s'approcha de la voiture de l'autre, puis commença à lui parler de très près, sur un ton très violent. Et comme l'automobiliste avait un mouvement d'humeur, en ayant l'air de dire qu'il ne pouvait rien à sa situation et que le boucher n'avait qu'à se mettre à sa place et conduire si cela lui déplaisait, ou quelque chose de ce genre, l'autre est devenu encore plus rouge. De son tablier maculé de sang, il a sorti un couteau tranchant comme un rasoir, très pointu, et il l'a braqué sur le conducteur. Alors, la foule qui s'était assemblée, parce que les Parisiens sont très badauds et que les incidents de la circulation les intéressent énormément, cette foule qui regardait avec indifférence, qui n'aurait sans doute pas bougé le petit doigt, a eu tout à coup un mouvement d'horreur. Je puis dire qu'un frémissement l'a parcouru, car soudain, les gens ont pris conscience que le crime, la mort, le sadisme existaient, et que la bête était là constamment, et qu'il s'en fallait d'une fraction de seconde que le boucher ne poignardât l'automobiliste. Cela a duré très peu de temps, je vous l'ai dit, une fraction de seconde. L'homme a eu conscience de la monstruosité de son geste. L'air un peu hébété, il gardait son couteau à la main, et puis il l'a ramené vers lui d'un air gauche. Il l'a rentré dans la poche de son tablier, et il s'est tourné vers nous, les mains vides. Cela signifiait « Pardon, je n'y puis rien, je ne suis pas responsable, ce n'est rien. » Effectivement, il ne se passait rien. L'automobiliste était toujours à son volant, et l'homme se tenait là devant lui avec ses mains vides. Mais il avait toujours son tablier maculé de sang, et personne, je crois, n'oubliait le couteau à la lame bien aiguisée qui, pendant une fraction de seconde, avait brillé au soleil, place Clichy, ce matin, vers 10 heures. Alors, il est remonté dans sa camionnette. Il continuait à injurier l'automobiliste, mais ses injures étaient devenues bon enfant, injures des personnes qui sont un peu indisposées et qui éprouvent le besoin de le manifester. Mais ce n'était plus une menace mortelle, car il avait eu conscience de s'être dévoilé, de s'être démasqué à nos yeux. Et il y avait cette foule de 30 ou 40 personnes autour de lui, qui peut-être à ce moment-là seraient intervenues. Finalement, l'automobiliste a réussi à démarrer. La camionnette est partie à son tour et il ne se passa rien. Et cela n'aurait aucune importance si je ne me souvenais qu'au moment où l'homme était penché sur l'automobiliste, près de la portière, lorsqu'il s'est retourné vers la foule,
j'ai eu l'impression qu'il a croisé mon regard, qu'il me désignait, qu'il me choisissait, comme si j'étais le coupable, ou plus exactement, comme si j'étais seul à l'avoir vraiment démasqué, à discerner en lui la présence de la bête, la marque du mal. C'est une impression absurde, je vous l'ai dit. Nous étions 30 à 40 autour de cet homme. Nous faisions cercle autour des deux voitures. C'était un incident banal. Et sans doute me suis-je trompé. Mais je suis certain du regard, certain du fait qu'il m'a regardé dans les yeux d'une part, et d'autre part de ce sentiment difficile à exprimer, mais auquel je crois profondément, d'une haine personnelle, soudainement établie entre nous deux, comme si dans la foule de 40 personnes, j'étais celui qui le haïssait le plus et qui le poursuivait de cette colère obscure. Et lui, dans le même temps, devinant cette colère et me poursuivant de sa propre haine. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde, mais j'ai eu l'impression que n'importe où je reconnaîtrais cet homme, que je reverrais toujours son geste, son couteau braqué sur l'autre. Je suis certain qu'il m'a repéré entre tous les êtres, non seulement de cette place ce jour-là, mais tous les êtres de la terre, comme son ennemi, dans la fraction de seconde où nos regards se sont croisés. Voici pourquoi je suis, non pas triste comme vous le croyez, mais mal à l'aise et inquiet. Voici pourquoi je n'aime pas que l'on joue. Je ne comprends pas le plaisir que vous prenez à venir vous encanailler dans cette boîte, à choisir un milieu différent du vôtre, à vous exciter à la présence d'êtres qui vous sont étrangers, qui vous méprisent, qui vous haïssent, ou qui encore sont d'une indifférence telle, d'une étrangeté au sens propre du terme, si grande, que vous devriez vous sentir honteux de mettre les pieds dans cet endroit, de respirer le même air qu'eux. Nous lui avons représenté combien son histoire relevait plus des fantasmes de l'imagination que de la réalité. Puis nous nous sommes moqués de lui. Nous lui avons dit qu'il craignait tout, qu'il craignait les Apaches, qu'il craignait les blousons noirs, qu'il craignait surtout de quitter son milieu petit bourgeois bien tranquille. Bref, nous avons cherché à le rassurer, car nous sentions son inquiétude assez profonde. Nous connaissions sa sensibilité maladive. Et en même temps, nous étions conscients de la pusillanimité de son comportement. Nous nous moquions de lui parce que cela nous rendait supérieurs. Bien entendu, n'allez pas imaginer que l'histoire du boucher a occupé toute la soirée. Nous parlions d'autre chose, et Maxime se taisait dans son coin pendant que nous évoquions nos affaires personnelles ou les derniers cancans ou les histoires scandaleuses des uns et des autres. C'est à ce moment, qu'en me dandinant un peu sur ma chaise, je me suis trouvé porter mon regard
vers le comptoir. Celui-ci m'était caché par un pilier. Mais il y avait une portion de comptoir au fond, à l'extrême gauche, que je pouvais voir assez distinctement en dépit de la relative pénombre. Je vis, près d'un individu anonyme, ne présentant aucune particularité, et près d'une femme aux cheveux roux, qui, elle aussi, n'attirait pas l'attention, un homme corpulent, qui se présentait de profil, et dont je discernais très mal les traits. Il vint immédiatement à mon esprit une association d'idées entre l'histoire du boucher racontée par Maxime et la présence de cet homme. Pourquoi une telle association d'idées alors que rien dans la description de Maxime ne permettait d'effectuer ce rapprochement, d'autant plus que je ne voyais pas très bien le personnage. Cet individu était vêtu, me semble-t-il, d'un complet gris tout à fait normal. Rien en lui ne rappelait une blouse blanche maculée de sang. Il s'agissait d'un de ces éclairs d'intuition qui traversent parfois notre esprit, mais où la raison n'occupe qu'une part infime. Je pensais donc à l'histoire du boucher, et dans l'instant je pâlis. Je regardais Maxime, qui lui-même regardait Lucien, fort occupé à conter une histoire drôle. Maxime ne riait pas, mais semblait suivre l'histoire de Lucien, et j'éprouvais une sorte de soulagement absurde à penser que Maxime tournait le dos à la présence de cet homme installé au comptoir. Tandis que je me morigénais en moi-même pour le débordement de mon imagination, je ne cessais dans le même temps de faire des vœux pour que Maxime ne se retournât point. Je me disais, pourvu qu'il ne bouge pas, pourvu qu'il ne regarde pas là-bas, pourvu qu'il n'ait pas envie de demander une boisson, qu'il n'ait pas envie de demander des cigarettes. Enfin, je faisais des vœux exactement comme les enfants qui disent « Pourvu que je ne marche pas sur cette balle, pourvu que ceci ne se passe pas, et alors tel événement fâcheux ne surviendra pas. » Mais à mesure que je pensais cela, je me disais que Maxime allait lire dans mon cerveau, que quelque chose dans la concentration que j'opérais allait alerter ses sens et le conduire justement sur le chemin dont je voulais le détourner, c'est-à-dire l'obliger à regarder derrière lui. Tout ceci était rigoureusement absurde. Mais plus je me répétais que c'était absurde, et plus mon esprit se concentrait sur cet événement. Jacques avait pris le relais de Lucien dans la conversation, et je sentais que les propos allaient tourner autour de la table, un peu à la manière des aiguilles d'une montre, et que, fatalement, j'allais parler, ou que, peut-être, Maxime allait être contraint de parler, et que, dans le mouvement de la conversation, il serait appelé à se retourner, à regarder vers le comptoir, là-bas, au fond, à gauche, où se trouvait l'homme en train de boire. L'inévitable se produisit, c'est-à-dire que, sans que je l'aie voulu, à un moment où je cessais de penser à cette chose, et où je regardais la fille
qui accompagnait Jacques, j'entendis le grincement d'une chaise. Maxime s'était retourné. Il s'était retourné et j'entendis un gémissement suivi d'une exclamation, quelque chose comme « Oh, ce n'est pas possible !» Je lui dis « Que se passe-t-il » Alors, il se pencha vers nous et il dit les paroles que je redoutais le plus d'entendre. « L'homme qui est au comptoir, au fond, à gauche, c'est le boucher que j'ai vu ce matin. » Nous avons commencé par lui répondre que ce n'était pas possible et que son imagination lui jouait des tours. Comment une telle coïncidence serait-elle possible, etc., etc. Mais il insistait, il disait « Je suis sûr, je reconnais facilement sa silhouette. » Mais non, tu te trompes, il est dans la pénombre. Je vais aller voir. Non, ne bouge pas, c'est ridicule. Et puis, si j'allais voir, il me reconnaîtrait. Que se passerait-il? Donc, il restait là à nous regarder. Il n'osait pas bouger. Il était hanté par la présence de l'autre, installé au comptoir. Nous lui avons demandé « Mais pourquoi le boucher te fait-il si peur? Suppose même que ce soit le garçon que tu as vu ce matin. Tu ne crois pas qu'il va t'étriper sur place? Je sais qu'il y a entre nous deux quelque chose. Quelque chose s'est passé ce matin. Quelque chose qui est peut-être aussi vieux que nous ignorons. Peut-être avons-nous été désignés depuis longtemps pour cette rencontre, et quelque chose doit se produire entre nous. J'ai peur de revoir cet homme. Certainement, il porte un malheur avec lui, et ce qui n'est pas arrivé avec l'automobiliste m'arrivera peut-être. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un malheur avec cet homme, et je ne veux pas qu'il me regarde. Je ne veux pas. Je vais vous donner une raison supplémentaire. Vous allez sans doute vous moquer de moi, mais j'ai peur à l'idée du couteau. Ce couteau est obsédant, et j'ai toujours redouté ce qu'on appelle les armes blanches, et aussi les ciseaux, tout ce qui coupe, tout ce qui tranche. Je pense aussi au rasoir, tout ce qui fait saigner. J'ai toujours haï les bouchers, les gens de cette sorte, car il me semble que lorsque l'on accepte de tuer si facilement des bêtes, on doit pouvoir également tuer les gens avec facilité. J'ai toujours redouté ceux qui n'ont pas peur de la mort. Il y a sans doute des fins plus affreuses, mais lorsque l'agression produite par la main de l'homme est directe, s'il s'attaque aux parties les plus nobles, lorsqu'un individu plonge un couteau dans le cœur, dans la gorge, soit d'une bête, soit d'un homme, la différence n'est pas si grande. Depuis mon enfance, j'ai toujours craint ces choses-là. Voyez-vous, je vais vous faire une confidence encore plus absurde. Si je déteste, par exemple, manger de la cervelle, c'est pour la même raison. C'est parce que cela me semble une agression contre la personnalité. Et si vous me dites que la cervelle d'un mouton ne compte pas et ne présente aucun rapport avec la cervelle d'un homme, ça ne m'empêche pas de penser que celui qui décortique et celui qui mange la cervelle du mouton pourrait peut-être
décortiquer et manger la cervelle d'un homme. Ne me dites pas que c'est déraisonnable. C'est aussi vieux que mon enfance. Et je pourrais mourir avec ce sentiment. Voilà l'une des raisons de ma peur et pourquoi je crains le boucher, l'histoire du boucher. Alors nous avons ri et, si nous ne nous sommes pas moqués de lui, du moins avons-nous tenté de le rassurer, de le comprendre et de lui dire ça n'a aucune importance, bois avec nous. Puis nous avons commandé une nouvelle tournée. Le garçon est arrivé, et comme Lucien l'avait appelé d'une voix assez haute, l'homme qui était au comptoir se tourna vers nous et regarda dans notre direction. À ce moment, le pilier me le cachait, mais Maxime, qui s'était tourné de trois quarts et qui regardait le garçon, vit l'homme distinctement et fut certainement vu par lui. Sa pâleur devint alors extrême. Il se retourna vers nous en tremblant et dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive, excusez-moi, je n'ai pas envie de boire. » Mais le garçon était venu. Nous avions commandé des alcools, sauf l'un de nous, Jacques, je crois, qui avait demandé un verre de vin rouge, car, par snobisme, il affectait de ne consommer que du gros rouge. Il trouvait que cela correspondait parfaitement au cadre qui nous entourait. Maxime, qui ne voulait pas boire d'alcool, repoussa le verre qu'on avait placé devant lui. En le repoussant maladroitement, il renversa le verre de vin rouge sur la nappe. D'ordinaire, je n'attache aucune importance aux symboles, et je crois que je rirais d'un artiste qui me présenterait comme un symbole de mort, de menace, un verre de vin rouge qu'on renverse sur une nappe. Néanmoins, cette grosse tache de vin rouge qui se répandait me causa une impression fort désagréable. Je vis le symbole dans toute sa grossièreté, en me défendant d'y croire, et en même temps fasciné par la force de la coïncidence. Mon émoi était tel que je ne songeais pas à relever le verre. La tâche avançait d'une manière fort indifférente, à la fois vers Maxime et vers moi, et vers Lucien aussi. Elle se répandait tout simplement en étoiles, et aucun de nous n'avait songé à relever le verre. Tout à coup, je me secouai. C'est absurde, c'est absurde. Et je remis le verre sur son pied, puis nous affectâmes de reprendre une conversation frivole, mais le cœur n'y était pas. Nous évitions de croiser le regard de Maxime. Nous nous parlions mutuellement, Jacques, Lucien et moi, et les filles. Et la jeune femme qui accompagnait Maxime continuait de regarder dans le vide. Elle n'avait pas bronché durant toute la scène, comme si le sort de Maxime et tous les événements ne la concernaient pas. La conversation entre Lucien, Jacques et moi ressemblait à ces bavardages que l'on tient autour du lit d'un mourant. Plus ses traits sont pâles et décomposés, plus son pouls faiblit, plus on sent la mort en lui qui travaille et s'approche, et plus on doit feindre l'indifférence, parler de la pluie et du beau temps, annoncer l'avenir, envisager un travail, bref, faire semblant.
C'est le grand devoir du garde-malade et des visiteurs, faire semblant. Et nous n'y réussissions guère, comme si Maxime était déjà couché entre des cierges, et comme si nous avions entrepris une sorte de veillée funèbre avant la lettre. S'en rendait-il compte? Il regardait son verre sans y toucher, et je suppose qu'il pensait: faut-il que je me retourne? Il devait se demander si les regards de l'homme étaient fixés sur sa nuque. En réalité, l'homme s'appuyait de nouveau à l'angle du comptoir. Il buvait, du moins je le crois, car je n'ai jamais cessé, durant toute la soirée, de mal distinguer ses traits, à tel point que je ne pourrais le décrire, mais je sais qu'il s'était tourné de trois quarts et qu'il semblait donc boire avec indifférence. Maxime avait un regard absent, les yeux levés, et je me demandais pourquoi il adoptait cette attitude lorsque je me rendis compte soudain que derrière mon dos, il y avait un grand miroir. Dans le miroir, il cherchait à repérer l'homme installé au bout du comptoir à gauche. Mais la pénombre était telle qu'il devait faire un effort certainement énorme pour arriver à distinguer quelque chose avec ce miroir qui doublait la distance. Peu à peu néanmoins, comme la soirée avançait, un certain naturel s'était établi entre nous. Et comme il ne s'était rien passé, car, souvenons-nous de cela, aucun événement depuis le matin n'était survenu, si ce n'est des menaces imprécises et d'une imagination plus ou moins brûlante, peu à peu, la raison et le naturel avaient repris leur pouvoir et notre conversation était redevenue simple et banale, à tel point que nous avions fini par oublier Maxime et ses problèmes. Lorsque tout à coup il intervint et s'excusa en disant qu'il devait partir, qu'il était obligé de rentrer plus tôt. Cela ne nous étonna point car nous savions qu'il n'aimait pas veiller. Nous l'appelions en plaisantant le couche-tôt, le bourgeois, le pantouflard. Il avait dit cela d'une voix un peu hachée, comme s'il respirait avec difficulté, mais sur le moment, nous n'y prêtâmes aucune attention. Nous lui fîmes les plaisanteries habituelles, et puis on se leva pour serrer la main de la jeune femme qui l'accompagnait. La jeune femme au regard incertain, aux yeux dans le vague, et qui semblait tellement indifférente à ce qui nous advenait. Maxime s'est éloigné rapidement. Nous l'avons vu passer entre les tables, gagner la porte, et c'est lorsqu'il est sorti que mon regard s'est porté vers le comptoir. L'homme avait disparu. Je me souvins qu'à un certain moment, quelques minutes plus tôt, Maxime avait tressailli, sans cesser de regarder devant lui, c'est-à-dire dans le miroir. J'écoutais Lucien, et je n'y avais prêté qu'une attention toute relative. Je compris que, à l'instant où il avait tressailli, l'homme du comptoir devait être tourné vers lui et l'avait regardé dans les yeux à travers le miroir. Il y avait eu entre eux sans doute un message secret, un message comme celui du matin. Je me suis levé, j'ai bousculé ma chaise sans rien dire aux autres et je suis sorti. Mon Dieu,
pourvu qu'il ne soit pas trop tard. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé. Il faisait nuit. Personne dehors. Maxime et sa compagne partis, je ne voyais pas l'homme. Je marchais jusqu'au coin, au carrefour. Un petit vent agitait les feuilles des marronniers, une brise douce d'automne, rien de particulier. Je ne vis personne dans l'avenue. Ils avaient dû marcher très vite. Je n'entendis plus parler de Maxime, du moins le lendemain, ni le jour suivant. Au troisième jour, en ouvrant le journal, je vis qu'un homme avait été découvert assassiné dans un terrain vague. Il portait des papiers, c'était Maxime. Il y avait sa photo et c'était Maxime. Sur le moment, je posai le journal et ne pus en lire davantage. Je me mis à marcher de long en large dans la pièce. Je croyais devenir fou, et puis je revins, je repris le journal. Je m'obligeais à lire, ligne par ligne, laborieusement, comme s'il s'agissait d'une langue étrangère que je devais déchiffrer. Je lisais le signalement de Maxime. Il avait été poignardé. L'autopsie permettrait d'obtenir plus de détails. On l'avait découvert dans une banlieue fort éloignée de la boîte où nous avions passé la soirée. Et je pensais d'abord qu'il n'y avait aucun lien, que ce n'était pas possible. Mais le lendemain, les choses se précisèrent. La mort remontait à plus de 48 heures. Donc, il avait été assassiné après notre soirée dans la boîte. Donc, il était mort après avoir suivi l'homme, car maintenant, j'en étais persuadé, il avait suivi le boucher. On n'avait pas retrouvé l'instrument du crime. Les coups présentaient des particularités qui intriguaient la police. Ils semblaient avoir été portés avec un instrument tranchant comme un rasoir, et cependant, c'étaient des coups assénés comme des coups de poignard. Je pensais aussitôt au couteau de boucher tel qu'il avait été décrit par Maxime le soir et tel qu'il l'avait vu dans la main du boucher le matin du jour de sa mort. Les couteaux de boucher sont très tranchants, très effilés à la pointe. Je révélai à la police tout ce que je savais, notamment au sujet de la jeune femme, mais on ne la retrouva pas, elle ne se fit pas connaître. Le mystère, à l'heure actuelle, demeure entier. Maxime avait sur lui son portefeuille, on ne l'a pas volé. Il n'avait pas d'ennemi, du moins personne ne lui connaissait d'ennemi, à part celui qu'il s'était fait ce matin-là en croisant le regard du boucher. Mais comment accuser cet homme et comment le retrouver? À vrai dire, j'ai de plus en plus l'intuition que le secret de l'histoire me concerne, que Maxime nous en a parlé ce soir-là pour laisser une trace, pour léguer quelque chose. Un lien s'était créé entre le boucher et lui ce matin-là, et ce lien avait eu un dénouement tragique. Je ne sais ce que les deux hommes avaient pu se dire. Je me sentais responsable de la suite. Aujourd'hui, je cherche moi aussi le boucher. Je veux le retrouver. Je sais
que ma vie sera en jeu, mais je ne puis me défaire de cette obsession. Il faut que je lui parle, il faut que je sache. Si je le retrouve, il faut que je le suive. Si je le suis, il faut que je l'épie. Si je l'épie, il faut qu'il me remarque. S'il me remarque, il faut que nous avancions l'un vers l'autre. Et si nous avançons l'un vers l'autre, je suis certain qu'il aura à la main le couteau étincelant, à la lame tranchante et à la pointe effilée.